Si on recherche quelque chose très, très factuel, très, très technique, et c'est très normal que ce ne soit pas disponible dans groupe Facebook. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller en alternative, aller faire une recherche Google. Il va lui-même chercher la réponse en discutant, là, en guillemets, avec un autre AI. Il va filtrer, il va trouver la bonne information, il va nous revenir en nous répondant. Donc, c'est une manière pour eux de s'intégrer dans d'autres systèmes. Mais pour nous, en tant qu'annonceurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le SEO en soi va être complètement changé. Salut à tous et bienvenue sur Social Scaling. Dans cet épisode, on va parler de Meta AI et de comment les récentes annonces / lancements de Meta peuvent avoir un impact sur vous, annonceurs et média buyers en Facebook Ads. Petit rappel à ceux qui nous découvrent, Social Scaling, c'est le podcast 100% Facebook Ads qui vous aide justement à scaler votre compte publicitaire. Si ça vous intéresse, abonnez-vous rapidement pendant que je lance le contenu. Donc, on se retrouve dans cet épisode très récemment. Meta a sorti plusieurs outils IA en direction du grand public, ce qui a fait évidemment grand bruit, à l'inverse de l'année dernière où des termes comme Llama 2 n'avaient aucun intérêt pour le grand public. Personne ne savait ce que c'était. C'était même passé vraiment sous les radars. Mais là, en fait, la grande différence, c'est que les outils lancés par Meta ces dernières semaines ont été donnés au grand public et malheureusement pour nous en Europe, ces outils ne sont pas encore disponibles. Alors, si je fais ce podcast, je le fais du coup grâce à Tony Tran, qui est notre expert emailing, mais qui est aussi un très 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 gros fan d'IA et qui lui, pour le coup, se trouve en Amérique du Nord. Donc, il a pu travailler une bonne partie de son temps sur les différents outils que proposait Meta et va nous donner son avis justement et ce que vous pouvez en tirer en tant que publicitaire sur la plateforme. Alors malheureusement pour des raisons de calendrier, on n'a pas pu faire ça en rencontre, donc je vais vous passer quelques extraits de ces réponses pour que vous puissiez vous faire un petit avis. Cet épisode a pour but de dessiner les multiples impacts publicitaires que ces outils génèrent et on va commencer tout de suite par Llama 3. Llama 3, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, en fait c'est très simple. Imaginez ChatGPT, donc cet outil conversationnel, sauf que c'est pas par OpenAI mais par Meta. Donc on a une interface complètement similaire où on va commencer à échanger avec une IA et qui va nous répondre, qui va faire des actions, etc. etc. Ce qui déjà a choqué énormément de gens dans le domaine de l'IA ou de la tech de manière générale, c'est que Llama 3 a une performance énorme. C'est-à-dire que, sans rentrer trop dans les détails, mais il est possible justement de quantifier la puissance et la qualité d'une IA grâce à divers outils de notation. Et il est vrai que Llama 3 est arrivé à des stades très très avancés, dépassant même des gros acteurs comme ChatGPT en l'occurrence. Mais ce qui a le plus marqué dans Llama 3 chez Tony, c'est ceci. Meta a décidé de rendre ce modèle, le Llama 3, donc open source, disponible à tous. Le code source va être disponible à tous et peut être téléchargé, modifié à leur guise. Donc, ceci, on l'a vu historiquement, Meta a eu beaucoup de succès avec notamment un de leurs gros projets, React, un langage de développement qui ont développé spécifiquement pour leurs besoins pour l'application Facebook, entre autres. Et ils ont, dans le temps, aussi décidé de le lancer open source. Donc, on a vu une grosse communauté se bâtir autour de ce langage et qui l'a fait vraiment progresser beaucoup plus rapidement que si on l'avait gardé à l'interne derrière des portes fermées. Donc, je pense qu'ils vont essayer de répéter cette histoire, de ce gain littéralement avec le open source, avec ce modèle qui fait vraiment une grosse action. Donc, c'est gratuit, c'est accessible open source et donc ça met excessivement de pression sur la compétition à pouvoir, de un, évoluer aussi rapidement, mais de deux, pourquoi c'est pas gratuit vos modèles aussi. Quand une alternative gratuite et aussi performante va sortir, bien sûr, l'adoption va se faire beaucoup plus facilement. Même si OpenAI était le pionnier ici, on peut croire que Meta va quand même venir se positionner très, très, très bien pour pouvoir voler des parts de marché partiellement ici. Ok, donc le fait que ce soit open source ouvre des possibilités d'amélioration assez fulgurantes et des applications aussi diverses dont on n'aurait jamais pensé. En termes publicitaires ici, Meta utilise déjà l'IA. Okay, Meta utilise déjà l'IA pour la diffusion de nos publicités,
pour la diffusion des contenus aussi. Le dernier épisode qu'on avait fait avec Antoine qui parlait justement du premier trimestre de Meta en 2024 le mentionnait. Par exemple, 50% des contenus qui étaient diffusés sur Instagram étaient proposés par de l'IA. Il me semble que c'était à peu près 30% pour Facebook, quelque chose comme ça. Donc l'IA est déjà bien implantée chez Meta. Et en termes de publicité pure, nous, ce dont on avait accès, c'était quelques propositions rédactionnelles. Okay, donc pas quelque chose d'énorme. On avait aussi un peu de l'optimisation d'image, vous savez, les couleurs, etc. C'est pas quelque chose d'énorme, ok. D'ailleurs, nous particulièrement, on n'utilise pas tellement quand on fait des tests parce qu'on veut être certain de comment rend l'image lorsqu'on la diffuse en termes de publicité. Mais, attention, il y a un mais. Le fait que Llama 3 soit open source, par contre, ça change tout, ok. Parce que ça pourrait nous amener à avoir des outils ou des SaaS directement intégrés à Meta sur de l'analyse, sur des rapports et sur des stratégies. Okay, imaginez simplement le fait que ChatGPT soit branché directement à votre compte publicitaire et vous dise absolument quoi faire dans toutes les circonstances possibles. Alors évidemment, c'est pas ce qui est noté sur Llama 3, évidemment pas. Mais là, l'idée, c'est que c'est en open source, que c'est produit par Meta et qu'il est fort probable que vous commencez dans les semaines, voire les mois à venir, des extensions Google Chrome qui arrivent pour vous brancher à Ads Manager et faire ceci, cela. Donc vraiment, ça peut avoir une conséquence assez intéressante. On passe au second outil qui, à mon avis, va beaucoup vous intéresser parce qu'il a une conséquence directe, c'est Meta AI. C'est, je dirais, l'outil qui va vous impacter le plus rapidement possible dans l'immédiat, c'est la génération d'images. Ok. Donc l'autre gros outil que nous a proposé Meta très récemment, c'est la génération d'images. Il faut le penser exactement comme un Midjourney ou un DALL-E. C'est-à-dire, vous arrivez sur une interface très épurée, vous tapez ce que vous souhaitez obtenir et Meta va vous produire des images, plusieurs images pour que vous puissiez ensuite modifier des choses ou ajouter ou bref, avoir la meilleure image possible. Et là, si vous êtes assidu sur Social Scaling, si vous aviez écouté les premiers épisodes de l'année, vous savez qu'on avait fait un espèce d'épisode récap de Meta en 2023 et de ce qu'on attendait en 2024. Et il me semble, je ne me souviens plus de qui précisément l'avait dit, mais il me semble que l'un d'entre nous avait mentionné le fait que bientôt, il y aurait l'équivalent de Midjourney directement intégré à Meta. C'est-à-dire, vous arrivez sur votre publicité, au moment où vous intégrez votre publicité, justement, vous n'avez pas de visuel, et là, vous le tapez directement dans la barre de l'interface de Meta pour générer un visuel qui va vous servir de publicité. On n'en est pas loin, finalement, parce que l'outil vient d'être créé. Okay, l'outil vient d'être créé. Évidemment, il n'est pas intégré à Facebook Ads, mais vous avez un peu compris l'idée. Et du coup, Tony a un peu travaillé dessus, et voici son retour après quelques tests. J'ai fait quelques tests ici. Premièrement, il faut savoir que ça a été formé ou entraîné sur plus d'1 milliard de photos, mais basé sur leur base de données à eux. Donc, toutes les photos Instagram et toutes les photos Facebook. Ce qui, à mon avis, fait une grosse distinction de compétition, là, très compétitif ici, parce que si on pense à la compétition, donc DALL-E 3 ou Midjourney, par exemple, ils sont basés sur beaucoup d'images, mais qu'on retrouve partout sur Internet. Donc, ça peut être aussi bon que mauvais. Et c'est très, très diversifié. Ici, quand on parle d'images Instagram et Facebook, c'est un type de contenu très, très, très spécifique. On parle des selfies, on parle de paysages, de photos d'humains naturels dans leur milieu natif ou qui font une action, une activité, quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Donc, selon moi, la qualité va être nettement meilleure pour ce type d'image-là, qui peut faire une grosse différence parce que, bien sûr, on peut imaginer que Meta va pousser pour que le monde utilise ces photos-là dans leur publicité. Donc, c'est vraiment une avenue intéressante à découvrir ici. J'ai fait quelques tests. On peut en parler plus tard dans le podcast, mais règle générale, je pense que tout ce qui parle d'humain normal, dans une configuration normale, dans une cour, dans un restaurant, c'est très, très bien défini. Il y a beaucoup plus de diversité ethnique. Donc, c'est sûr que tellement d'utilisateurs et la base est formée sur beaucoup, beaucoup de races et de genres. Donc, c'est très intéressant à voir les résultats. Et par la suite, il n'y a pas encore de terme nécessairement qui dit qu'on peut l'utiliser commercialement ou pas. Je pense que ça va se développer dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, il n'y a pas de directive claire encore. Et l'autre place aussi à comprendre, c'est que je pense que c'est bon sur une configuration ou un paysage
globale avec des humains. Puis quand qu'on zoome ou qu'on regarde clairement les traits humains, voir quelques places qui sont un peu plus, qui sont à retravailler. Mais comme on peut se dire que c'est le premier modèle qui est lancé public et que c'est tout nouveau et que c'est open source, on peut penser que le modèle va évoluer vraiment rapidement, tant en termes de génération d'images qu'en termes de réponses proprement dit, là, de réponse du chatbot. Donc, ça risque d'évoluer très, très, très rapidement. Donc, la première impression ici, je pense qu'elle elle est bonne. C'est une bonne première étape, mais je pense que ça va littéralement doubler en termes de performance d'ici quelques semaines seulement. Bon, mais globalement, vous, ce qui vous intéresse, c'est quoi le rendu? Ok. Qu'est-ce que c'est le rendu? Tony nous a fait quelques exemples. J'ai sorti des tests super intéressants que je vais vous afficher à l'écran. Le premier étant, qu'est-ce que ma recherche au fond, ma demande, c'était imagine une maison propre avec des chandelles qui vont changer le mood ou l'ambiance, qui vont être plus relaxants, plus chaleureux dans une maison. Donc ici, je m'imaginais comme étant un commerçant en ligne qui vend des chandelles ou des produits pour la maison, qui veut vraiment utiliser une image comme ça pour faire la promotion, bien sûr, de mes produits, mais juste pour parler de maison propre, en général, de se sentir bien chez soi et en parallèle, je vends des produits qui vont aider ça. Ça peut être des chandelles ou autres autour de ça. Donc, vous pouvez voir que le modèle est très, très réaliste, très bien fait. Le jeu de lumière, les reflets, en général, moi, ça passe dans mon livre en moi. Est-ce que c'est trop générique? Peut-être, mais je pense que c'est une bonne base pour commencer à travailler. Donc, après ça, j'ai essayé d'animer. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que Meta AI a lancée tout de suite dans la V1. Au fond, là, c'est sorti tout de suite. On peut cliquer simplement animer et je vous montre à l'écran ici. C'est la même image, mais qui fait un espèce de peut-être un 15 ou 30 degrés qui tourne autour de la scène. Donc, juste pour rendre ça animé. Et je pense que à la base, ça a été pensé pour pouvoir être utilisé dans les publicités, justement rendu plus dynamique, sans compliquer les choses, sans faire un tournage incroyable. Ici, c'est directement en temps réel. Il le transforme en animation pour vous. Donc, ça peut rendre la possibilité de tester déjà deux formats complètement différents sur la même image. Donc, c'est vraiment intéressant comme approche. J'aime ça, c'est assez réaliste. C'est sûr que c'est court quand même, mais on peut travailler autour quand même. Par la suite, je voulais essayer quelque chose qui est plus axé sur le service. Donc, on vous affiche à l'écran ici simplement un service de paysagiste, donc la pose de pavé ou la tonte de gazon, des affaires comme ça. Donc, j'ai fait une requête pour avoir une scène où il y a des enfants, une famille qui joue dans leur cour arrière avec un pavé ou un gazon très, très beau. Donc, l'image est assez réaliste. Ici, on voit des enfants et tout. Encore une fois, très, très bien, comme c'est la première image qui m'ont sorti. Donc, moi, je suis satisfait de cette image. C'est sûr qu'on pourrait vouloir d'autres angles spécifiques pour voir le pavé, par exemple, ou voir plus clairement la maison. Mais peu importe, je pense qu'on a atteint notre objectif d'avoir une image utilisable pour une publicité ici. Par la suite, bien sûr, j'ai essayé de l'animer ici, que c'est un petit peu bizarre, on va dire. On voit clairement que l'animation ici ne marche pas tant quand on va rentrer dans le côté humain. Donc, ils ont décidé d'animer les deux enfants qui jouent et on voit que quand ils se déplacent, les pas et la direction, c'est très, très bizarre et clairement, le monde va savoir que c'est généré par l'intelligence artificielle. Mais reste que c'est une première étape dans la bonne direction. Je vous conseillerais, si vous voulez faire ce genre d'animation, de vraiment focuser sur un paysage ou quelque chose de fixe et l'animer avec l'environnement plutôt que les humains en soi, les acteurs, parce que je pense qu'ils ont encore de la difficulté à faire ça, du moins de mes tests pour cette semaine. Ensuite, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui dit, OK, ben si c'est si difficile d'animer des objets et surtout que c'est sûr que si vous vendez des produits propres à votre marque, avec votre image de marque, votre nom de marque imprimé sur le produit, vous ne pouvez pas commencer à générer des produits ou des images avec vos produits réels dessus. Donc, je pense qu'il va y avoir une façon hybride de travailler avec l'IA ici, où on va générer des paysages ou des fonds qui vont être très, très impressionnants et qu'on va pouvoir retravailler ces images-là pour intégrer nos produits. Donc, j'ai pensé ici, et je vous l'affiche à l'écran, une image où on est un commerçant qui vend des bicyclettes électriques en ligne, par exemple, et j'imagine pouvoir faire une publicité où que c'est la bicyclette qui peut rouler dans le désert. C'est très flyé, très, très funky ici. C'est vraiment juste pour dire, ben, si on aurait voulu faire ceci dans la vraie vie, ça aurait coûté beaucoup plus cher et ça aurait pris excessivement de temps de se rendre là pour faire ce photoshoot. Ici, on pourrait l'avoir en temps réel.
gratuitement, instantané, pour avoir plusieurs variantes aussi. Donc, c'est simplement d'explorer les possibilités ici. C'est quand même impressionnant comment ils peuvent générer ça et c'est quand même assez réaliste. J'ai fait une demande spéciale de mettre l'objet, le produit, plus en arrière-plan, plus loin, pour pas qu'on puisse se reconnaître, parce que justement, c'est peut-être pas notre vélo qui est là. Dans l'impression on peut le retravailler pour mettre notre vélo, mais c'est plus difficile à distinguer. Donc, ça, c'est un essai qui est quand même intéressant. Donc, ça passe dans mon livre à moi, encore une fois. Et le dernier essai que je vous présente à l'écran, c'est un paysage sans produit. Donc, c'est vraiment ici, comme je disais, on va retravailler l'image, mais sans produit cette fois-ci. Donc, j'ai donné comme instruction à Meta AI, on est dans une scène de montagne, qu'on a une table, une terrasse, une table juste qu'on peut déposer des objets dessus. Donc, donne-moi ça. Et ça donne une image quand même assez réaliste. C'est sûr que j'aurais aimé quelque chose de plus réaliste, donc je pourrais facilement refaire des instructions plus, demander spécifiquement plus réalistes. Mais ici, c'est bien imagé, ça représente bien une scène de montagne et il y a une table vide où on peut insérer, par exemple, un verre de vin ou quelque chose de consommable qu'on veut mettre de l'avant qui représente notre marque ici. Et j'ai même essayé de l'animer, donc je vous l'affiche aussi à l'écran ici. Donc, comme encore une fois, c'est une simple animation d'environ 30 degrés là, de pivot vers le même centre focus qui est la table. Donc, ici, on peut s'imaginer facilement rajouter des produits et le travailler. Donc, pour revenir à la question, est-ce que je l'utiliserais dans les publicités? Je vous conseille définitivement de le tester. Une chose qui est à noter, c'est que Meta AI n'est pas encore clair dans le légal, dans leurs termes et conditions d'utilisation. Est-ce que c'est 100% correct, légal d'utiliser leurs photos ou leurs animations? Selon moi, c'est pas pour le dire légal, mais c'est correct de l'utiliser jusqu'à temps qu'ils sortent clairement un écrit stipulant que c'est correct. Mais selon moi, c'est à leur avantage de nous permettre de l'utiliser. La seule chose que je pense qui est super important jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'il faut clairement l'identifier pour que Meta, de un, le sache, ne vous pénalise pas ou vous pourrez voir votre compte se faire bannir, par exemple. Je ne sais pas si ça va se rendre jusqu'à là, mais potentiellement. Donc, il faut faire attention, il faut l'utiliser de façon intelligente, mais définitivement que c'est quelque chose à tester dans le futur, surtout que c'est gratuit, que ça ne coûte rien. Donc, pour conclure, Meta AI est l'outil avec la conséquence la plus directe. On peut générer des images à tester. Et si vous n'êtes pas convaincu par le rendu, sachez que la qualité va forcément s'améliorer de façon exponentielle, tout comme on l'a vu d'ailleurs chez les autres acteurs. Pour ceux qui s'étaient un peu renseignés sur l'IA l'année dernière, et juste pour vous faire un petit rappel quand même, les tentatives de création vidéo via IA l'année dernière, c'était assez lugubre. Okay, les résultats étaient assez lugubres. Je pense que vous pouvez regarder un peu sur YouTube si ça vous intéresse. Vous allez voir des vidéos assez dystopiques. Bon, bref. Et 1 an après seulement, OpenAI arrive avec Sora, qui est un outil de création de vidéos où, honnêtement, on n'est pas capable de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Rapidement, vous voyez une pub passer, vous ne saurez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, souvenez-vous de ça. Les premiers outils, quand ils sortent, ne sont pas nécessairement ultra performants, mais c'est des améliorations exponentielles qui nous attendent forcément. Et on passe au tout dernier outil, le Search AI. On termine avec un outil qui, à mon sens, peut avoir un impact à long terme. Okay, l'idée est la suivante. Vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook. Dans la barre de recherche, vous pouvez demander à Meta de trouver telle ou telle information. Okay, dans le sens, quel est le bar qui existe autour de moi à Montréal. Vous tapez ça directement sur Facebook. Et si Meta ne parvient pas à trouver l'information, lui, il va directement se brancher à des moteurs de recherche comme Bing ou Google, donc les deux plus gros. Et c'est énorme. Ça veut dire que Meta est quand même donc branché à ces deux gros moteurs de recherche et ça peut avoir certaines conséquences. Voyons ce qu'en pense du coup Tony à ce sujet. En temps réel, faire des recherches. Donc, c'est vraiment gros comme fonctionnalité. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans toutes les recherches qu'on va faire, la façon qui a été codée, il va, de un, rechercher dans ses ressources à lui, Meta AI et sa base de données étant les pages Facebook, le contextuel, d'où qu'on chatte,
WhatsApp et tout. Mais aussi, ils ont intégré une espèce on n'a pas les pourcentages exacts, mais j'imaginerais un 30% de recherches qui vont être filtrées à travers des recherches Google et des recherches Bing. Donc, si on recherche quelque chose très, très factuel, très, très technique et que malheureusement, et c'est très normal que ce ne soit pas disponible dans un groupe Facebook. Exemple, je ne sais pas, le nombre d'humains sur la Terre, par exemple. Je ne pense pas qu'on en parle tant dans les groupes Facebook, du moins pas de façon naturelle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller en alternative, aller faire une recherche Google. Il va lui-même chercher la réponse en discutant, en guillemets, avec un autre AI qui est le AI Google ou le moteur de recherche Google. Il va filtrer, il va trouver la bonne information. Il va nous revenir en nous répondant que selon sa recherche Google ou selon ses recherches, voici le nombre total d'habitants sur la Terre. Donc, c'est une manière pour eux de s'intégrer dans d'autres systèmes. Mais pour nous, en tant qu'annonceurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contenu, le SEO en soi, va être complètement changé, selon moi, d'ici quelques mois, peut-être quelques années, le temps que le monde s'adapte. Mais les recherches Google ne seront plus les recherches Google normales parce que de moins en moins de monde vont avoir le réflexe d'aller sur Google pour écrire événement à Montréal, par exemple, dans mon cas, pour cet été, exemple, on pourrait simplement le faire par Meta AI. Et dans ce cas-ci, ils vont faire des recherches possiblement dans leur base de données, mais aussi dans Google ou dans Bing. Et la façon que les événements vont vouloir être rankés dans les recherches Google va être différente parce qu'on passe par un algorithme différent qui va chercher de façon conversationnelle. Donc, on ne va plus rechercher des mots-clés, mais c'est vraiment de conversation. Et c'est cette conversation, ces mots-clés de conversation-là que Meta AI va utiliser pour faire la recherche. Je rebondis sur ce que vient de dire Tony. Effectivement, c'est pertinent de penser que le SEO va changer si l'utilisation de cet outil prend de l'ampleur. Et là, je parle vraiment du SEO sur les moteurs de recherche. Mais là où moi, je vois une énorme opportunité pour les annonceurs, c'est surtout le temps passé sur la plateforme. Si, du jour au lendemain, Meta peut vous aider comme Google ou comme Bing, pourquoi se rendre sur Google ou sur Bing, okay? Pourquoi quitter l'application si elle est capable de vous donner l'information que vous recherchez à l'extérieur? Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, on a traité ces 3 outils. Je rappelle, Llama 3 qui, à mon sens, peut avoir un gros intérêt en open source parce qu'il va y avoir des applications qui vont fuser dans les mois prochains, des applications notamment, à mon avis, sur le Ads Manager. On a Meta AI qui est la première pierre dans le mur d'IA que va être le Ads Manager, à mon avis, et Meta, dans le sens où peut-être qu'un jour, on aura du coup Meta AI branché directement au Ads Manager et on pourra s'en sortir sans aller sur Midjourney, DALL-E ou Meta AI, qui pour l'instant est extérieur, créer des publicités, créer même des GIFs, créer même des points MP4, donc des vidéos carrément. Et on a Search AI qui, à mon avis, tout comme tout ce que d'ailleurs j'y pense, mais comme tout ce que Meta propose de manière générale, Meta prend ce qui fonctionne, le met à une plus grande échelle et si ça fonctionne, très bien, il va accélérer sa croissance par rapport à ça. Et donc pour Search AI, à mon avis, ce qui est très intéressant, c'est que Meta, donc WhatsApp, Instagram, Facebook, plutôt les applications de Meta, vont devenir incontournables sur d'autres éléments que simplement poster des vidéos et répondre à des gens sur Messenger, WhatsApp, peu importe, mais ça va devenir plus des assistants personnels. Ce que Meta a déjà utilisé ce terme en fait. Donc c'est un peu vers cette direction qu'ils veulent avancer. Et forcément, ça aura un impact sur le temps d'utilisation des applications et l'attention finalement des utilisateurs. Donc, peut-être que ça ne vous parle pas dans l'immédiat, mais il est fort probable que c'est des très très gros impacts sur les utilisateurs et forcément vous, annonceurs en publicité sur Facebook. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, en fait. À nous le dire via des commentaires YouTube, parce que là, on a montré quand même pas mal de choses. À nous le mettre sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Ça nous aide évidemment beaucoup. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite.